Je vous remercie par avance pour l'attention que vous voulez bien m'accorder. Donc, ce que je vais faire, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Je ne suis pas à l'aise, hein, je vous le dis. Bon, alors, ce que je vais vous parler, d'un travail qu'on a commencé à faire il y a un peu de temps, où le but c'est de déterminer les formes des objets en utilisant des ondes. En utilisant des ondes et donc c'est un travail collectif. Les résultats que vous allez voir sont le fruit d'un travail d'un groupe de gens. Il y a Hélène Baru qui est de l'INRIA Bordeaux Sud-Ouest, qui est à Pau. Elodie qui a fait sa thèse, qui a fini sa thèse de doctorat à l'université de Pau. Et Mohamed Moussaoui, que vous connaissez, il doit se cacher quelque part. Il est là-bas, donc qui est de l'ENS Cuba. Et donc j'ai fait le logo de l'ENS, comme ça les gens de l'ENS seront contents. Je vais vous dire un peu le plan du travail. Je vais commencer par des choses relativement basiques parce que j'imagine, mon hypothèse de base est que l'audience est hétérogène. Donc il y a des gens qui sont vraiment experts dans le sujet et ils vont peut-être s'ennuyer au début parce que ça va être très, très basique. Mais c'est mon réflexe d'enseignant. Quand on fait un exposé, on doit toujours commencer par les choses les plus simples. Donc je commencerai par pourquoi on fait ça et quel est le contexte, le modèle qu'on va utiliser. Quand on parle d'un problème inverse, il y a toujours un problème direct sous-jacent. Et on ne peut pas résoudre un problème inverse si on ne comprend pas très bien comment on fait pour traiter le problème direct. Ensuite, le problème inverse consiste à chercher ces formes. Donc je vais parler du solver qu'on a fait. Donc je conclurai par quelques remarques pour vous dire là où on va et quels sont les problèmes. Il y a beaucoup de questions qui restent posées. Donc pour le contexte, la question qui se pose, qui nous pousse à rechercher dans ce domaine, c'est imaginer que dans ce bloc, il y a un objet et donc vous voulez savoir quelle est sa forme. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on interroge cet objet, on essaye de le faire parler, on envoie des ondes et il va répondre, cet objet, il y a quelqu'un qui va écouter. Et à partir des mesures qu'il va entendre, il va essayer de déterminer la forme de cet obstacle. Et sur ce type de problèmes sont très répandus. Vous savez, par exemple, dans les contrôles du trafic aérien, les histoires de radar et les études atmosphériques, vous avez, quand on fait des campagnes sismiques, soit terrestres ou marines, et vous avez dans la recherche géophysique, soit en pétrole, soit le contrôle non destructif, on essaie de voir s'il y a des fractures à l'intérieur des structures, et en médecine bien sûr. Et la dernière application, c'est l'application acoustique qui a été au départ de notre travail. Donc mathématiquement, comment on va regarder le modèle qu'on va considérer? Vous voyez, vous avez toutes ces applications qui sont très, très importantes et très compliquées. Et quand il s'agit de faire des maths, on commence par une cacahuète, qui est donc de domaine oméga. Ça, c'est la structure de frontière gamma, et on suppose qu'elle est immergée dans un milieu infini, qui est oméga f. Donc vous avez une source qui émet des ondes. Ces ondes que j'appelle P incidentes, donc ils vont se propager dans une direction donnée, et en l'absence de cet obstacle, ces ondes vont continuer jusqu'à l'infini.
Mais comme il y a cet obstacle, à l'impact, il y a un miracle qui se produit, il y a une naissance d'un nouveau champ, un champ de déplacement qui est à l'intérieur de la structure et un champ qui va vers l'infini. Et le receveur est là pour mesurer une intensité, une pression que j'appellerais star, parce que parfois c'est de l'intensité du courant qu'on mesure, parfois si on est efficace on peut mesurer la phase. Et donc ce problème-là, que l'on va considérer dans ce travail, c'est le problème modèle. Mathématiquement, au niveau des équations, qu'est-ce que c'est? On appelle un problème élastoacoustique. Donc vous avez le champ de déplacement satisfait l'équation de Navier classique. La pression, elle satisfait Helmholtz à l'extérieur. Vous avez une condition de transmission cinématique classique, la condition de dynamique, l'attraction, la continuité de l'attraction. Et vous avez cette condition qui dit que le champ va se propager vers l'infini sans revenir. Donc, si oméga, c'est une fréquence angulaire. Ça, c'est la densité de la structure, la densité du fluide. Et K, c'est le nombre d'ondes. Ça, c'est une quantité très, très importante. En fait, c'est vraiment le dictateur de ce problème-là. C'est lui qui décide comment il faut résoudre ce problème. Donc K, il est lié à oméga et à la pression, à la densité du fluide. Ce problème-là, donc si on est dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire si le tenseur des contraintes est simple, on sait le résoudre quand oméga a une forme, un disque ou une sphère ou une prolate. On sait l'attaquer avec juste une décomposition de série de Fourier et vous avez la solution si vous le regardez comme ça. Autrement, il est beaucoup plus compliqué. Donc c'est le modèle mathématique qu'on va considérer. Et ce que vous mesurez, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de diffusion, la FFP. Et donc je vais essayer de ne pas utiliser des mots d'anglais dans cet exposé. Je vais faire cet exercice. Mais Dermangeon m'a autorisé à utiliser des mots d'arabe. Bon. Donc, vous mesurez, vous avez des observations, donc c'est une aperture, c'est une fenêtre, on mesure autour d'une sphère et donc ce champ mathématiquement en 2D, c'est juste pour que vous ayez une idée, il a une représentation intégrale et il dépend de la dérivée des traces de P de sa dérivée normale sur la frontière. Et en 3D, c'est pareil, c'est juste le coefficient ici qui va changer. Et vous voyez, en fait, comme le noyau est analytique, c'est une exponentielle, ce champ est analytique et c'est ça qui cause réellement le problème lors de la résolution du problème inverse, qui fait que le problème est mal posé. Et donc, le problème qu'on considère, si vous regardez le problème direct, à chaque fois que vous donnez une frontière, un obstacle qu'on appelle gamma, vous pouvez déterminer ce P infini, cette amplitude de diffusion, en résolvant le problème élastoacoustique. C'est ça le problème direct. Donc, étant donné gamma, et avec la fréquence et la densité, on arrive à chercher P et U. Le problème inverse, c'est vous donnez quelques mesures, et je mets tilde pour dire que ces mesures pourraient être bruitées, il y a des erreurs dans la mesure, et on essaye de déterminer la forme de l'obstacle en disant que ceci est égal à cela. Donc alors, quelle est la particularité de ce problème? Ce problème est, comme vous voyez, non seulement non linéaire, mais surtout, il est mal posé. Et donc, au niveau de la formulation, c'est très simple, mais dès qu'il s'agit de passer à essayer de déterminer ce gamma, résoudre ce problème-là, ça devient un vrai casse-tête. Et si on
on ne prend pas des précautions, eh bien on peut aller dans les choux, obtenir des choses qui n'ont aucun sens, très très facilement. Donc, ce que je vais faire d'abord, donc j'ai dit au départ, si vous voulez résoudre un problème inverse, il faut d'abord être capable de comprendre et résoudre parfaitement ou suffisamment bien le problème direct. Parce que quand vous allez attaquer ce problème-là, à certains moments, vous allez avoir ça à résoudre. Donc, il faut commencer par ça. Alors, je commencerai par le problème direct et le plan, ça sera, je vais rappeler le modèle, dire ce qu'on sait faire mathématiquement et le plus important, c'est d'avoir une méthode numérique efficace pour résoudre ce problème. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a proposé et pourquoi on pense que cette méthode nous permet, au moins pour nous, à faire le travail qu'on veut faire. C'est une méthode qui est une méthode de Galerkin discontinue. Et je vais vous montrer des résultats numériques en espérant vous convaincre que c'est une méthode qui est relativement attirante et intéressante. Donc, je rappelle, le problème, c'est celui-là. On est en domaine infini. Vous avez oméga S, la structure. Vous envoyez ça, c'est une donnée. Gamma maintenant est donnée. L'inconnu, c'est P et E. C'est cela l'inconnu Et donc, il s'agit de résoudre ce problème-là. D'accord? C'est un problème qui est posé dans oméga S, cette équation, et oméga infini. Donc, on verra que ça pose un problème. L'onde incidente est là. Donc, les conditions de bord sont non homogènes. Vous avez ces termes-là. Et donc, on fait les hypothèses classiques pour dire que l'opérateur, surtout pour l'équation de Navier, tout est bien, tout est simple. Ça ne sert à rien de compliquer les choses. Les résultats s'étendent à des cas plus compliqués ici, mais pour l'intérêt de la présentation, je préfère mettre de côté les difficultés techniques liées à ça, parce qu'ils n'apportent rien de plus. Si on sait faire les choses ici, on pourra étendre les résultats à un large nombre de situations. Mais ce qu'on a fait, la seule complication en fait, c'est gamma-Lipschitz. Et pourquoi gamma-Lipschitz? Parce que les obstacles qu'on pratique, auxquels on est intéressé, sont des obstacles lipschitziens. Donc, le premier résultat qu'on a obtenu, un théorème qui montre que le problème est bien posé, le problème direct. Et donc, on a démontré qu'il y a existence de la solution U et P, et que la solution P, le champ, la pression dans le fluide est unique, mais le déplacement est unique modulo les fréquences de résonance de Jones. Alors, deux choses. La première, ce résultat-là était connu, les gens l'ont démontré il y a très longtemps, Rausch, Kleinman, etc., mais ils l'ont fait en imposant que gamma était C2, de classe C2, et ils ne pouvaient pas aller plus bas parce que leur formulation, la démarche repose sur les méthodes intégrales. Et donc, c'était une barrière liée à l'approche. Nous, ce qu'on a fait, on a utilisé 3 ingrédients qui nous ont permis de passer au Lipschitz. La première, c'est qu'on s'est affranchi des conditions la condition de radiation en faisant des espaces à poids, en utilisant des espaces à poids. Ensuite, on a reformulé le problème en domaine borné en utilisant l'opérateur Dirichlet-Neumann. Mais l'astuce, c'était de prendre soit un disque, soit une sphère,
Comme ça, on arrive à écrire l'opérateur de DTN en série de Fourier. Et donc, en étudiant les propriétés de ce DTN, la formulation variationnelle qu'on obtient, on arrive à démontrer que la forme bilinéaire satisfait l'inégalité de Gardin. Et donc, on est tout de suite dans le cas de Fredholm et on arrive après à sortir ces résultats. Maintenant, les fréquences de résonance, c'est quoi ces fréquences-là? C'est les solutions. C'est les solutions de ce problème-là en l'absence de ces termes-là. C'est des valeurs propres et elles existent. Elles n'existent pas toujours. En fait, elles existent pour des objets à symétrie de révolution. Par exemple, à cause des torsions. Donc ça existe, mais autrement, si vous prenez des objets bizarres, eh bien, qui sont dans la réalité, ça n'existe pas. Et donc l'unicité est toujours là. Alors, la deuxième chose, c'est comme on veut faire du calcul, il va falloir quantifier. Il ne suffit pas de dire que P et U existent, il faut savoir qu'est-ce que c'est que P et qu'est-ce que c'est que U une fois qu'on a gamma, une fois que gamma est fixé. Et alors, j'ai dit que si la frontière était un disque ou une sphère ou un prolate, c'est français prolate? Comment on dit prolate? Un prolate sphéroïde. C'est toi le géomètre. Oui, comme un œuf. Voilà. Et donc cela, on sait faire. Mais par contre, dès que vous avez une cacahuète, vous ne savez pas faire. Et si vous voulez utiliser une méthode numérique, vous avez deux difficultés majeures. Vous ne pouvez pas les éviter. C'est le fait que le domaine est non borné. Vous êtes en train de résoudre dans un domaine non borné. Et la deuxième difficulté, c'est le régime de fréquence dans lequel vous travaillez. Et c'est le cas que je vous ai dit, le cas est la dimension de votre obstacle. Eh bien, si je dis A est une dimension de l'obstacle, si Ka est très grand, eh bien la discrétisation va dépendre de cette valeur. Et donc, les méthodes d'éléments finis classiques, par exemple, sont tout de suite non appropriées pour résoudre des problèmes à haute fréquence. Et il y a les études qui ont été faites depuis maintenant des années, plus de 70 ans, les gens se battent, essayent de construire ou d'inventer une technique numérique efficace pour résoudre des problèmes d'ondes à haute fréquence. Et ces deux problèmes, à mon avis, restent toujours ouverts, ces deux questions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Moi, je vais me consacrer uniquement à cette question. On a travaillé là-dessus, mais je ne parlerai pas de ça. Aujourd'hui, je ne vous parlerai que de cette situation. Et alors, le cas non borné, la situation non bornée, on va la traiter de manière très simple, juste pour les besoins de la présentation, pour que les choses soient relativement... vous arrivez à les digérer, au moins ceux qui ne connaissent pas ce problème-là. Mais je peux parler avec ceux qui sont intéressés après, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Donc ce problème-là qui est posé en domaine non borné, on le remet en domaine borné, on fait quelque chose comme ça. Donc on a une frontière artificielle, sigma, qui est là, et vous posez une condition là-dessus. Donc le problème de départ qui est là, maintenant, comme on est à l'intérieur, cette condition n'est plus bonne, parce que la condition dit R, c'est le module de X qui va à l'infini, il ne va plus à l'infini. Donc il faut jeter ça. Elle n'y est pas, et qu'est-ce qu'on fait? On va la remplacer par la condition d'ordre 1 ou d'ordre 1,5 selon le cadre que vous dites.
pratiquement, j'enlève juste la limite et je dis que sur sigma, c'est 0. Et bon, si on est suffisamment loin, donc on peut faire des choses. Donc c'est ce problème-là je vais vous montrer la technique DG qu'on propose pour résoudre ce problème-là, mais cette technique s'applique quand on fait des conditions plus compliquées. Alors, pour la technique DG, donc la méthode qu'on utilise, c'est une méthode discontinue. Alors, il y a plusieurs... Pourquoi d'abord on a choisi une méthode discontinue de Galerkin? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, contrairement aux méthodes, c'est une méthode qui est efficace pour lier... la méthode discontinue, vous avez 2 domaines, vous résolvez dans chaque domaine sans qu'ils se parlent. Et après, il va falloir connecter les 2 choses, mettre la colle entre les 2. Et la méthode de DG, en général, les gens utilisent des multiplicateurs de Lagrange, des mortards, etc. Mais la méthode de DG n'utilise rien de ça. Donc, on n'ajoute pas des inconnus au problème. La deuxième chose, c'est qu'elle est, comme vous résolvez indépendamment, elle est bien adaptée à des stratégies d'adaptation de maillage, de raffinement, surtout que pour notre problème, l'onde se propage avec différentes vitesses dans le fluide et dans la structure. Donc c'est aberrant de discrétiser avec la même taille de maillage. Il faut adapter et DG vous le permet. DG aussi arrive à considérer des problèmes hétérogènes. Donc c'est un autre argument, le parallélisme, etc. Donc on a ça. La deuxième, on ajoute des termes de pénalisation parce que comme les problèmes sont, disons, faiblement elliptiques, ces termes de pénalisation assurent la stabilité du système, et donc il n'y a pas de risque de tomber dans des systèmes qui restent qui s'inversent mal. Et la troisième, on peut utiliser des éléments d'ordre supérieur, donc des polynômes d'ordre supérieur, et là, une fois que vous programmez d'ordre 3, l'ordre 4, l'ordre 10, ne vous demande pas d'efforts supplémentaires au niveau du calcul, et au niveau du coût, ça augmente en haut de 1 sur P, si P est l'ordre. Donc, au niveau du coût, du prix, vous ne payez pas trop cher. Et donc, et ça c'est très important, parce que ça vous permet d'aller en haute Écosse sans raffiner votre maillage. Et le dernier, et ça... c'est vraiment le clou de cette méthode, c'est qu'on utilise des éléments courbes à la frontière. Et vous allez voir, au niveau des résultats numériques, surtout pour l'interface qui est mouillée, l'interface entre le solide et le fluide, c'est très important de la représenter correctement. Si vous faites des éléments, par exemple, si on est en P1, vous la remplacez par des polygones, vous allez créer des solutions parasites. Et donc, en faisant ça, la méthode arrive à donner des résultats intéressants. Donc, je ne vais pas vous la montrer avec les intégrales et tout ça, j'ai pas de place et ça serait trop compact et j'ai horreur de ça. Je veux de l'espace. Donc, je vais vous montrer juste la formulation algébrique de cette méthode. Comment ça s'écrit au niveau d'un système? Ça s'écrit de cette manière-là. Donc, vous avez un système de ce type. La A, c'est la matrice qui vient de la discrétisation du fluide. Celle-là, elle vient de la structure. Cette matrice-là, c'est l'interface fluide-structure. C'est la matrice qui vient de l'interface fluide-structure, et cette matrice-là, est une matrice qui vient de la discrétisation de la frontière extérieure. Donc celle-là, en fait, elle est presque zéro. Les entrées, les non-zéro entrées
uniquement sur les nœuds qui se trouvent sur la frontière. Et donc, par exemple, A plus C est une matrice donc symétrique, elle a cette forme-là. K, c'est la matrice de rigidité, donc c'est les intégrales des gradients. M, c'est la matrice de masse, c'est les intégrales de E à l'intérieur des éléments. Celle-là, c'est une matrice de saut sur les frontières internes, entre les éléments qui sont internes. Et ça, c'est le terme de pénalisation. C'est une matrice de même type que celle-là, mais on a ce coefficient gamma f qu'on introduit pour justement éviter que ce gars-là se comporte mal numériquement pour des maillages particuliers, des valeurs de cas particulières. Et pour L et S, donc elle est hermitienne, c'est pareil, c'est la rigidité, la masse et les éléments intérieurs dans le solide. Donc voilà la matrice que vous avez, et si vous voulez la regarder réellement, les éléments non zéro, si je prends une matrice 252 par 252, c'est ça son profil. J'ai représenté que la partie supérieure parce qu'elle est symétrique. Et vous voyez, vous avez partout des zéros. Et donc en fait, 252 sur 252, les termes non zéro, ils sont de l'ordre de 2000. Et ça, c'est important au niveau de la programmation parce que vous pouvez utiliser des méthodes directes qui utilisent des implémentations creuses. Il y a des routines qui existent comme OMS et Pardiso, par exemple, qui peuvent faire très bien le travail pour vous. Donc, au niveau maintenant, je vais vous montrer comment elle se comporte, cette méthode. Je considère cette configuration. Donc, la structure est un disque, on est en 2D, les résultats ici en 2D. La structure est un disque d'aluminium. Voilà les caractéristiques. Donc vous avez, et la frontière, et le rayon de la frontière est 2 fois plus grand que le rayon du disque. Et donc, le maillage, je vais vous montrer 2 maillages. Le résultat, une comparaison entre 2 maillages. Celui-là, comme vous voyez, il est 10 fois plus fin que celui-ci. D'accord? Il y a 10 fois plus d'éléments dans le premier. Et regardez, par exemple, si vous ne faites pas des éléments courbes, vous avez 3 courbes ici, la pression et le champ de déplacement en X et en Y. Et donc, la pression qui est en noir, vous voyez ces pics-là, c'est des résonances. C'est des ondes, c'est des résonances parasites. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des résonances dans le fluide. Alors que si vous faites des courbes, des éléments courbes, regardez comment elles s'aplatissent. Et non seulement ça, mais en fait, il y a, au niveau de la précision, il n'y a pas comparaison aussi. Et ça, c'est pour montrer que la méthode arrive aussi à calculer les modes de Jones. On en a calculé un certain nombre. Ça, c'est le premier mode qu'on a. Sa fréquence, ça correspond à peu près à KA 9.2. Et c'est à 221 kHz. Et ces calculs-là ont été faits avec des éléments P3, donc des polynômes de degré 3. Et ça, c'est le résultat qui me passionne vraiment parce que je vais vous expliquer pourquoi je le trouve vraiment surprenant et très intéressant. Donc, je représente ici l'erreur relative en pourcentage sur P, sur U, en X et en Y, et pour des différentes fréquences. Donc les fréquences vont, si vous voyez les nombres, elles vont de 25 à 200, donc elles se multiplient par 2. Et regardez, la première erreur, elle est à peu près à 0,2%. La deuxième erreur, en doublant KA, on est en train de doubler l'erreur. Et on continue, on est en train de doubler. Et on a envie de dire, je ne sais pas le prouver, mais on a envie de dire que la dépendance de l'erreur, ici, est linéaire avec KA. On le fait ici, regardez bien, je fixe le maillage, je laisse à peu près 3 éléments par longueur d'onde, tout le temps. Donc, on utilise un maillage fixé pour chaque fréquence,
Donc KH est fixé. Donc on a l'impression que l'erreur est linéaire par rapport à KH. Et donc, il n'y a aucune méthode, à ma connaissance, aucune méthode numérique qui fait ça. Toutes les méthodes sont en puissance. Vous avez toujours une puissance en K qui est plus grande que la puissance en H. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que vous ne pouvez pas garder ça constant pour préserver votre erreur. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut raffiner dramatiquement. Et donc, ça voudrait dire que vous avez une barrière pour aller en haute fréquence. Mais ça permet de dire que, oui, on a encore du champ. Donc, vous voyez, avec des P3, on arrive à aller à quelque chose comme 5000 kHz et on maintient des erreurs de moins de 2%. Donc, ça, c'est un résultat qu'on est vraiment très fiers de ça. Et on ne pensait pas vraiment l'obtenir. Malheureusement, on ne sait pas le démontrer. Maintenant, je passe au problème inverse. Je rappelle, on veut déterminer maintenant gamma connaissant l'amplitude, en mesurant l'amplitude de diffusion à certains points. Donc, je vais rappeler le problème, décrire la solution, la méthode qu'on utilise pour résoudre ce problème et dire les résultats mathématiques qu'on connaît et conclure. Donc, je rappelle que le problème, donc vous avez des mesures du champ et le tilde veut dire qu'il y a du bruit, donc il y a des erreurs dans cette mesure et vous voulez trouver gamma telle que cette équation est satisfaite pour un certain point. Et donc, encore une fois, c'est un problème non linéaire et mal posé. Et donc, comment on fait comment on traite la non-linéarité? On ne s'est pas cassé la tête. Newton existe, donc on fait du Newton. La méthode de Newton, c'est le candidat privilégié pour les problèmes non linéaires quand ça marche. Donc, je fais du Newton. Et donc, on remplace l'équation non linéaire par cette équation linéaire où ça, c'est la dérivée de Fréchet de l'opérateur. Et ça, c'est l'équation à l'itération n. Donc, on essaie de résoudre ce système-là qui est cette fois linéaire et on update. Voilà, je l'ai dit. Comment on dit on update? On fait une mise à jour, voilà, on fait une mise à jour. Ça ne marche pas, hein? Ça ne marche pas. Ouais. J'ai pas entendu. Ok, donc on a ça. Et alors, au niveau algébrique, vous avez quelque chose comme ça. Vous avez la matrice jacobienne, P. Vous avez gamma, vous avez des paramètres, vous la paramétrisez, donc vous formez un vecteur et vous résolvez ce système-là. Et donc ça, c'est la jacobienne. Et on actualise. Je trouve que c'est mieux. On actualise le vecteur. Donc la matrice, regardez bien, il y a un problème ici, c'est que cette matrice est rectangulaire. M, c'est le nombre de mesures que vous prenez, et P, c'est le nombre de paramètres qui représentent votre gamma, votre frontière. Et en général, M est plus grand que P, donc ce système-là est surdéterminé. Donc, comme c'est un système surdéterminé, on le résout au sens des moindres carrés, et donc on introduit l'adjoint et on multiplie, donc vous avez votre pseudo-inverse. On n'invente rien ici, et vous actualisez encore une fois. Donc ça, c'est juste pour traiter le problème non linéaire. Pour la stabilité, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une méthode de Tikhonov basique. On n'a pas fait quelque chose très, très compliqué. Et donc, l'équation de tout à l'heure, on lui ajoute juste ce paramètre alpha fois l'identité. L'équation de tout à l'heure. Et donc, ça... pourquoi on fait ça? Parce que
comme le problème est mal posé, la matrice est très très mal conditionnée. Et ce système-là, on peut démontrer que les valeurs singulières, les valeurs propres pour ce système-là, vont décroître exponentiellement vers zéro. Et quand vous avez ce phénomène-là, vous ne pouvez pas inverser votre matrice. Pourquoi? Si vous avez une petite perturbation dans vos données, vous obtenez n'importe quoi. Et donc, pour éviter que ces valeurs propres tendent vers zéro exponentiellement, on ajoute ça, et ça va faire une barrière. Ça va les empêcher parce que, si vous regardez, vous allez avoir 1 sur lambda plus alpha. Et donc, si lambda tend vers zéro, il y a toujours alpha qui est là-bas. Maintenant, en ajoutant ça, donc la stabilité, qu'est-ce qu'elle vous dit? Il faut prendre alpha très grand pour être sûr que les valeurs propres de ce système-là ne vont jamais vers zéro. Donc, prenez le grand. Par contre, la précision vous dit non. Parce que vous êtes en train de modifier le système. La précision vous dit, ça, il faut que ça disparaisse. Il faut que ça soit très très petit. Donc vous avez 2 conditions qui sont en contradiction. Un qui vous dit va à droite, l'autre qui vous dit va à gauche. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Restez au milieu. Restez au milieu, comme ça, aucun des deux n'est fâché. Donc c'est ce qu'on fait, on essaie de trouver ce compromis. Mais on n'a pas de technique, malheureusement, on n'a pas de résultats mathématiques qui nous disent comment il faut déterminer ce alpha. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste un balayage. À chaque fois, on fait plusieurs tests sur plusieurs valeurs de alpha et on détermine numériquement le alpha qui nous convient. Et donc, l'algorithme, peut-être la dernière, je ne suis pas sûr. Alors, quel est le problème qui reste à faire? Vous dormez? Alors, quel est le problème qui nous reste? Il nous reste encore un problème. On ne peut pas aller. Si on veut vendre cette machine, comment? Mais pour récupérer la forme, est-ce qu'on a tous les outils? On n'a pas tous les outils parce qu'il y a un hic, c'est la matrice jacobienne. On ne connaît pas encore la matrice jacobienne. C'est quoi cette matrice? C'est quoi cette bête-là? Comment on va la calculer? D'accord? Donc le problème, c'est comment calculer cette matrice jacobienne? Comment déterminer les dérivées? Est-ce que les dérivées existent d'abord? C'est déjà une première question. Quand elles existent, comment on va les déterminer? Eh bien, pour l'existence, on a démontré, on a un résultat, on sait le faire, et l'approche, c'est d'utiliser une technique à la Simon et Murat. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regardez votre obstacle et vous le perturbez en θ, et vous utilisez une fonction θ qui est admissible, donc à support compact, régulière, et c'est comme ça que vous faites la déformation et vous calculez, vous déterminez les dérivés. Donc en faisant ça, maintenant votre problème, aux limites, il va être dans des domaines qui dépendent de θ. D'accord? Et là, maintenant, il va falloir regarder, est-ce que le Uθ et le Pθ sont différenciables par rapport à θ dans une direction donnée. Donc, est-ce que la Fréchet différenciabilité existe? Et quand on fait ça, on a un résultat qui dit que c'est Fréchet différenciable pour des frontières gamma qui sont lipschitziennes. Alors, les ingrédients pour démontrer ça, c'est 2 choses. D'abord, retransporter le problème à un domaine qui ne dépend plus de θ. Parce que, tel que je l'ai écrit, vous ne pouvez pas définir la dérivée ici par rapport à θ alors que le domaine bouge. Quand vous voulez bouger θ, le domaine bouge, et donc où est-ce que vous êtes? Donc il faut d'abord
reformuler ce problème-là dans un domaine qui ne dépend plus de θ et ensuite faire ça. Donc c'est la première chose. Et on utilise le théorème des fonctions implicites. Alors le théorème des fonctions implicites, à ma connaissance, n'est pas dans des espaces de Fréchet. La solution ici est... Comment? Et c'est ça qui fait qu'il a fallu faire des efforts et remplacer nos espaces de Locke, et construire des espaces de Banach appropriés. Et donc c'est le premier effort. Une fois que c'est terminé, après le théorème et démontrer quelques propriétés, c'est technique mais c'est faisable. Il n'y a pas de sorcier. Si vous avez lu une fois dans votre vie un papier de Simon ou de Murat, vous saurez faire ce problème-là, moyennant la précaution. La seule difficulté, c'est comment aller de Fréchet au Banach. Une fois que vous avez l'espace de Banach, après c'est la machine de Simon et Murat qui passe. Et donc, on a ça. Ensuite, comment déterminer les dérivés? Non. Non, c'est l'angle de... Voilà. Oui, ça c'est un θ noir, c'est pour le domaine. L'autre, il est comment on dit ça? Violet, le θ du champ incident. Il est violet. Donc, il a cette couleur-là. Donc, il faut que je calcule, il faut que je détermine qu'est-ce que c'est que ça. Et il y a un miracle qui se produit ici, c'est que ces gars-là sont solutions du même problème de départ, du problème de scattering. Et la seule différence, c'est ces deux termes-là qu'on connaît explicitement. Je n'ai pas écrit parce que je n'ai pas de place et en plus, ça fait intervenir des traces des dérivées secondes ici. Et donc, pourquoi ceci est une grande nouvelle, est une bonne nouvelle? Parce que ça vous dit que pour le même prix, vous allez obtenir P et U et P' et U' en résolvant le même problème avec des termes de droite différents. Donc, principalement, vous avez AX égale B et en changeant B seulement, vous obtenez P, U ou P' et U'. Donc, au niveau coût de calcul, quand vous faites une décomposition LE avec pour plusieurs termes de droite, c'est rien du tout. Vous avez le coût d'une factorisation. Et donc, la stratégie qu'on résout est la suivante. D'abord, on se donne, on choisit, on n'a aucune idée comment choisir un point de départ, une frontière. Ensuite, on est, selon la fréquence où on a mesuré, on va appliquer l'algorithme de Newton. Et alors, si l'algorithme converge, on est heureux. Si l'algorithme ne converge pas, on va à l'étape suivante. Et l'étape suivante vous dit qu'il faut changer de fréquence. Il faut monter en fréquence. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut résoudre à haute fréquence, parce que la haute fréquence vous permet d'avoir les détails de votre obstacle. Si vous avez un obstacle, il y a un sous-marin par exemple, vous pouvez, si vous essayez de le résoudre à basse fréquence, vous aurez un tube. Mais si vous voulez connaître les hublots et la tour, etc., il faut monter plus haut en fréquence. Donc, au niveau du calcul, au niveau du coût de calcul, au départ, il faut mesurer pour une fréquence donnée, donc quelqu'un qui écoute. Donc, vous avez ces mesures. Ensuite, vous avez votre gamma 0, vous donnez un ensemble de paramètres et vous résolvez le problème direct. Et donc, quand vous résolvez le problème direct, ensuite, vous construisez la matrice jacobienne. Et cette matrice jacobienne, c'est le même problème, mais vous avez P, c'est le nombre des termes de droite. Vous déterminez les...
avec différents termes de droite. Donc, ceci ne coûte rien du tout. Le coût est ici. Ensuite, une fois que vous faites ça, le système de Newton, c'est un petit système comparé au système de la résolution. Donc, celui-là, il est insignifiant. Vous faites la somme de deux vecteurs, ici, et vous faites aussi une norme 2 pour une tolérance que vous décidez. Le choix de cette tolérance dépend de ce que vous connaissez a priori sur le niveau du bruit ou le niveau de l'erreur que vous avez. Une fois que vous avez ça, vous avez gagné. Alors, voilà, je vais vous présenter deux résultats numériques. Le premier, c'est on essaie de récupérer ça. Donc, on utilise une paramétrisation polygonale, cette paramétrisation. Et donc, c'est ces coefficients qu'il faut déterminer. Et P ici, ça va être 8. On prend 8 paramètres. Voilà les valeurs. Donc, vous avez S1, S2, S3, S4. Vous avez, ça, c'est les valeurs de départ, et ça c'est le initial, et le 5, 6, 7 c'est pareil, ça continue, j'ai pas de place. Donc ensuite, la fréquence, on est à basse fréquence relativement, ça c'est les coefficients de Lamé, donc c'est un truc en aluminium, et on utilise les mesures sur 360 degrés, mais tous les 2 degrés, donc on a 180 mesures. Et ici, le résultat que je vous montre ici, je vous montre pour 2%. Les données, donc sur l'aperture, sont teintées de 2% du bruit blanc. On a mis du bruit blanc. Et donc, voilà, les paramètres initiaux que j'ai montrés vous donnent ça, ce losange. Et ça, c'est ce qu'on veut récupérer. Donc, on prétend qu'on ne connaît pas ça, on ne voit pas ça. D'accord? En pratique, tout ce que vous voyez, c'est ceci. Et donc, on commence à dérouler l'algorithme, et au bout d'une dizaine d'itérations, on y est, on retrouve celle-ci, et c'est ça qui nous dit si on doit s'arrêter ou pas. Et donc, vous voyez que, en fait, si j'ai comparé sans bruit avec deux bruits, à chaque fois, l'algorithme converge au niveau du bruit. Ça, il va presque zéro, il est à peu près à 2%. Et après, comme je viens d'Hollywood, on a fait ce sous-marin de Disney, et pour ne pas choquer les gens. Et donc, on fait une paramétrisation de Fourier. C'est cette paramétrisation, on essaie de déterminer ces coefficients-là. Et donc ici, j'ai 9 coefficients. Regardez, il y a une grande différence entre les coefficients. On ne se place pas... C'est comme si on est aveugle par rapport au but. On ne se place pas dans une région de convergence préasymptotique et on se dit qu'on converge. On est vraiment, on fait semblant comme si on ne connaît pas. Regardez les autres, c'est pareil. 6, 7, 8, regardez la différence, on est pratiquement à 0. On est à 3,5. Vous voyez, on est tout de suite monté parce que là, ici, c'est un peu plus compliqué. C'est de l'aluminium. On utilise une mesure tout autour, et là je vous montre sans bruit, mais je vais vous montrer aussi les résultats avec bruit. Et alors, vous voyez, ça c'est l'objectif, et on démarre d'un cercle. Et alors, on lance la machine, et vous voyez, il reconnaît tout de suite. Il sait où il va y aller, et on y est. Et là, pour les différents niveaux de noise, de bruit, donc l'algorithme converge. Par exemple, si vous voyez 20%, voilà la courbe de 20%, elle va au niveau de 20% de bruit. L'algorithme va directement, et là c'est
pour vous montrer qu'on arrive vraiment à une bonne reconstruction. Ici, le niveau du bruit, 1%, 5%, 10%. Et là, la reconstruction du champ, ça c'est votre amplitude de diffusion, et ça c'est l'erreur sur les paramètres. Regardez, pour 20%, vous avez 20% dans le bruit, vous arrivez à retrouver des paramètres avec une précision de 6%. Donc, voilà. Et pour conclure, donc on a des résultats qui sont relativement intéressants, encourageants, mais il y a encore beaucoup de questions qu'on ne connaît pas. On veut résoudre avec une fenêtre réduite. C'est très important parce qu'en pratique, c'est très rare que vous arrivez à mesurer sur 360 degrés. Si vous voulez voir ce qu'il y a en bas, par exemple sous vos pieds, vous ne pourrez jamais faire le tour. D'accord? Donc, c'est très important de pouvoir... Ou alors, si vous essayez de poursuivre quelqu'un, vous pouvez le voir de dos. Vous ne pouvez pas le voir de face. D'accord? Donc, c'est très important de voir ça. On veut aussi retrouver et la forme et les propriétés du matériau. Donc, les coefficients de lame, lambda et mu, on veut qu'ils soient aussi inconnus. Donc, gamma, lambda et mu à la fois. On a commencé à faire ce travail-là. Je crois qu'on est dans la bonne voie, mais je ne vous ai pas présenté de résultats là-dessus aujourd'hui. Et bien sûr, aller au 3D. Et en fait, si on arrive à maîtriser ça, on pourra peut-être un jour répondre à cette question de départ. Quand il y a un objet, qu'est-ce qu'il y a derrière, hein? Si la technique le permet, si elle marchera, bien peut-être vous allez voir. Voilà, merci.